Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant un état de choc. Comme définition, l'état de choc est une défaillance du système circulatoire aboutissant à une inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaires périphériques en oxygène. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique dont le retard de la prise en charge entraîne une surmortalité. En dehors de l'élévation de lactatémie, aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour confirmer le diagnostic de l'état de choc. Il s'agit d'un diagnostic clinique, quelle que soit l'étiologie de celle-ci. Dans les signes hémodynamiques, on trouve une hypotension artérielle, ça veut dire une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou bien une diminution de plus de 30% ou 40 mm de mercure chez les patients qui sont ou bien de valeur usuelle de tension, pression artérielle systolique chez les patients qui présentent une hypertension ou bien ils sont habituellement hypotendus. Les valeurs de la pression artérielle diastolique et la pression artérielle différentielle fournissent des informations importantes sur les mécanismes de l'état de choc. En effet, les principaux déterminants de pression artérielle systolique sont le volume d'éjection, la compliance aortique et la pression artérielle diastolique. Par contre, les principaux déterminants de la pression artérielle diastolique sont la fréquence cardiaque et les résistances vasculaires périphériques, ainsi qu'une pression artérielle diastolique effondrée inférieure à 40 mm de mercure, témoignent une diminution des résistances vasculaires périphériques et donc une vasoplégie qui est la principale signe d'une ou bien d'un choc obstructif ou bien distributif, pardon. Par contre, lorsqu'on a une pression artérielle pincée, ça veut dire une diminution de la pression artérielle systolique, mais une pression artérielle diastolique qui est conservée, là, il est en rapport avec une diminution de volume d'éjection secondaire à une diminution de précharge qui est en rapport avec un choc hypovolimique ou bien la diminution de la contractilité cardiaque secondaire à un choc cardiogénique associé à une vasoconstriction périphérique qui garde la pression artérielle diastolique conservée. On trouve aussi tachycardie hypofilion qui sont des mécanismes d'adaptation de l'organisme face à cet état de choc. Dans les signes d'hypoperfusion tissulaire, on trouve des signes respiratoires, notamment polypnée comme signe d'adaptation et en cas d'épuisement, une détresse respiratoire. On trouve aussi des signes neurologiques rénaux-cutanés, principalement en rapport avec la diminution des débits sanguins régionaux et aussi l'inadéquation entre l'apport ou bien entre le rapport consommation d'oxygène et transmission artérielle en oxygène. Ces signes sont principalement des troubles de conscience, oligo-anurie, mais aussi des signes digestifs comme la diarrhée. Les signes périphériques ou bien les signes d'hypoperfusion périphérique sont principalement des signes cutanés, notamment marbrure des extrémités, pâleur, cyanose, froideur des extrémités à un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes. L'extension des marbrures a été démontrée comme facteur pronostic de futur de choc septique. Il y a des scores qui calculent ou bien qui en fonction de l'extension des marbrures avec la lactatémie calculent et classent les patients en fonction de la sévérité de la situation. Le diagnostic de gravité se fait soit en rapport avec la présentation clinique, notamment une pression artérielle imprenable, des marbrures qui sont généralisées, oligopnéie ou bien coma, ou bien en rapport avec l'étiologie, et là chez les patients traumatisés.
Le diagnostic étiologique doit se faire chez un patient stable, ça veut dire après le traitement symptomatique et la stabilisation des patients. Dans le choc hypovolimique, soit hémorragique ou déshydratation, on cherche à l'interrogatoire des facteurs de l'hypovolémie, que ce soit l'hémorragie ou déshydratation, notamment un traitement par anticoagulant, un trouble congénital de l'hémostase, notion de traumatisme, aussi notion de saignement extériorisé, que ce soit digestif, pleuropulmonaire ou gynécologique. Et en parlant de la gynécologie, date des dernières règles chez les femmes en âge de procréer, diarrhée, vomissement, sensation de soif. Et à l'examen clinique, on cherche un saignement digestif, soit mis en évidence par le toucher rectal ou bien par le lavage gastrique, aussi une pâleur cutaneo-muqueuse, pli cutané, brûlure étendue ou bien œdème étendu. Les examens paracliniques ont but d'évaluer le retentissement et la sévérité, notamment, et aussi pour adapter la prise en charge ultérieure, notamment groppage, NFS, l'ionogramme sanguin, sauf les bêta-HCG, voire écho, comme but diagnostic étiologique lorsqu'on suspecte une grossesse extra-utérine chez la femme en âge de procréer. Dans le choc cardiogénique, on cherche à l'interrogatoire des antécédents de cardiopathie, notamment coronarienne. On cherche aussi une douleur thoracique. Et l'examen physique, on cherche des signes d'insuffisance cardiaque droite et gauche, prise de poids avec œdème ou bien à l'auscultation un souffle valvulaire. Paraclinique en but de recherche étiologique, notamment radiothorax, ECG, ETT, trampoline et autres en fonction de l'orientation étiologique. Le choc septique à l'interrogatoire, on fait un interrogatoire infectieux à la recherche de fièvre, toux, brûlure mictionnelle. L'examen physique, on fait à recherche d'un foyer infectieux, notamment pulmonaire, abdominal, chirurgical. Signe clinique en faveur d'une pyélonéphrite ou d'une prostatite. Il est important tant sur le plan diagnostique que thérapeutique pour l'adaptation de traitement. Dans le bilan paraclinique, on fait un bilan inflammatoire et un prélèvement bactériologique pour adapter l'antibiothérapie. Pour le choc anaphylactique, il est essentiel dans l'interrogatoire de mettre en évidence une exposition à un allergène, des signes respiratoires, bronchospasme, nausée, voire vomissement, diarrhée. À l'examen physique, on cherche des signes cutanés, notamment œdème cervico-facial et pharyngé et urticaire, mais il est plus important de noter que ces signes peuvent être absents au cours des chocs anaphylactiques sévères et apparaître après la correction de choc anaphylactique. Donc il faut faire attention pour ne pas passer à côté de ce diagnostic. Donc dans le choc obstructif, là dans l'examen physique, l'association des signes d'insuffisance respiratoire et d'insuffisance cardiaque droite aiguë, notamment turgescence jugulaire marquée, signe de Harger, hépatalgie douloureuse, sans signe d'insuffisance cardiaque gauche, hypoparadoxal de Kussmaul, sont très évocateurs vers le choc obstructif. La conduite à tenir thérapeutique, consiste à une hospitalisation, la mise en condition. Les gestes d'urgence sont premièrement la libération des voies aériennes, oxygénothérapie, plus ou moins intubation, ventilation mécanique, c'est indication, 2 voies veineuses pour un bilan initial et aussi pour un test de remplissage de 250 à 500 ml de soluté en 10 à 20 minutes. L'efficacité de ce test de remplissage doit être évaluée sur la disparition de l'hypotension, notamment un objectif de pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Aussi, la diminution de la fréquence cardiaque chez les patients qui présentent une tachycardie compensatrice et aussi la disparition des signes d'hypoperfusion périphérique, notamment la disparition ou la régression des marbrures et la reprise de la diurèse. Il y a un test
un test qui va nous aider à ne pas faire un test, un remplissage délétère, surtout chez les patients, qui ont une composante cardiogénique lors de l'état de choc. C'est le test de levée des jambes passif. Donc, on demande au patient d'être ou bien on positionne le patient en position assise 2 minutes et après les jambes levées 2 minutes, et on va voir est-ce que le volume d'éjection systolique il augmente de plus de 10% ou non. S'il augmente de plus de 10%, le patient il est répondeur au traitement, ou bien présente un test de remplissage positif, sinon il ne répond pas au remplissage. Il faut faire des compressions si on a des points de saignement. Le choc électrique externe, c'est tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire. Arrivons maintenant au traitement spécifique dans les chocs hémorragiques hypovolémiques. Là, il faut faire un remplissage rapide, au moins 30 ml par kilo, avec un objectif tensionnel, une pression artérielle systolique supérieure à égale à 75 à 80 mm de mercure, une diurèse qui est supérieure ou égale à 0,5 ml par kilo par heure, diminution de la fréquence cardiaque, l'amélioration de l'état de conscience et la disparition des signes cutanés dont on a parlé. La transfusion, lorsqu'on a une urgence extrême d'oculoglobulaire ou négatif, sinon les indications de la transfusion sont l'hémoglobine inférieure à 7 grammes par décilitre si sujet jeune sans tard, inférieur à 8-9 grammes par décilitre si on a une cardiopathie ischémique ou insuffisance respiratoire, et inférieur à 10 grammes par décilitre si on a un syndrome ou bien un syndrome coronarien aigu. Parallèlement, la coagulopathie elle est fréquemment associée au choc hémorragique, donc il est recommandé de faire un apport en plasma frais congelé précocement pour maintenir un taux de prothrombine supérieur à 40. Aussi, la transfusion des plaquettes peut être nécessaire pour maintenir un taux de plaquettes supérieur à 50 ou à 100 000 par millimètre cube. Et en cas d'hémorragie active, l'apport de fibrinogène est en outre nécessaire pour maintenir une fibrinogénie supérieure à 1,5 à 2 grammes par litre. Lorsqu'on a la persistance de l'état de choc, on peut utiliser la noradrénaline. Toujours, il faut traiter l'étiologie pour arrêter notamment l'hémorragie, hémostase endoscopique, suture de pluie ou autre. Le choc cardiogénique, là, le traitement se fait en fonction de soit la prédominance d'insuffisance cardiaque gauche ou droite. Lorsqu'on a une prédominance d'insuffisance cardiaque gauche, on traite de première intention par le dobutamine, 5 à 10 à 15 microgrammes par kilo par minute, augmenter les doses progressivement. Si on a une composante vasoplégique associée, on ajoute plus ou moins la noradrénaline, 0,15 microgrammes par kilogramme par minute. Diurétique, si on a œdème aigu de poumon, chercher et traiter l'étiologie, principalement syndrome coronarien aigu. Lorsqu'on a prédominance de l'insuffisance cardiaque droite, on fait un test de remplissage prudent pour ne pas faire un remplissage délétère et associé à l'adrénaline, 0,5 microgrammes par kilo par minute. Chercher, traiter l'étiologie, embolie pulmonaire, tamponnade, pneumothorax, drainage thoracique ou l'infarctus du myocarde inférieur. Le choc anaphylactique, là, le traitement repose sur l'adrénaline intraveineuse, 1 mg dans 10 ml de sérum salé, 0,1 mg par minute jusqu'à l'amélioration des signes cliniques. Lorsqu'on a un collapsus persistant, on ajoute l'adrénaline intraveineuse à la seringue électrique, 0,5 mg par heure, augmentée toutes les 10 minutes. Si œdème de King, on ajoute
méthylprednisolone 1 mg par kilo en intraveineux direct, remplissage par cristalloïde et le plus important c'est la suppression de contact à l'allergène. Le choc septique, remplissage massif avec la noradrénaline plus ou moins dibutamine ou adrénaline, l'antibiothérapie immédiate à large spectre à adapter ultérieurement en fonction des résultats de l'antibiogramme, et la chirurgie drainage d'un foyer infectieux, traitement symptomatique des différents dysfonctionnements viscéraux. Donc comme conclusion, l'état de choc et de diagnostic clinique sur la présentation des signes d'hypoperfusion périphérique associés le plus souvent à une hypotension artérielle, l'élévation de la lactatémie est le principal signe biologique de l'état de choc. Et la sévérité de l'état de choc ou le pronostic de l'état de choc, il dépend de l'étiologie de l'état de choc, la rapidité de la prise en charge, mais également de l'état antérieur et des comorbidités de patients. Et je vous remercie.